Alors, non, la grossesse ne guérit pas l'endométriose, mes amis. On va en parler. Bienvenue dans la deuxième partie de notre podcast sur l'endométriose. Aujourd'hui, on va parler traitement et idées reçues. Alors, bienvenue dans Le Plaid, le podcast où on parle sans tabou ni gêne de maladies chroniques, parce que c'est pas parce qu'on a SOPK, une sclérose en plaques ou Crohn qu'on n'est pas humain, qu'on n'est pas jeune et qu'on n'a pas envie de kiffer. Ça nous ajoute quelques problématiques au quotidien, mais justement, on est là pour en parler dans Le Plaid. Moi, c'est Léon. Aujourd'hui, je vous parle parce que cette année, on m'a diagnostiqué mon endométriose et que j'ai envie de libérer ma parole là-dessus. Donc c'est pour ça qu'avec Zoé et Clément, on a lancé Tilt, une communauté safe space pour les personnes qui ont une maladie chronique. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien de l'application est dans la description du podcast. Et avec ça, on a décidé de lancer Le Plaid parce qu'on veut aussi libérer la parole des jeunes qui ont une maladie chronique, qu'elle les handicape ou pas, qu'elle soit invisible ou pas, qu'elle soit omniprésente ou à peine une pensée au quotidien. Donc dans ce podcast, on parle symptômes, boulot, couple, sexe, errance médicale, médicaments. On parle des gens qui comprennent la maladie et de ceux qui ne la comprennent pas et qui nous rendent la vie difficile. Pour ce deuxième épisode sur l'endométriose, je suis toujours avec Carla. Est-ce que tu peux nous refaire une petite présentation ? Bien sûr, je m'appelle Carla, j'ai 27 ans, je travaille dans la petite enfance depuis 9 ans bientôt et je suis également chanteuse et je suis atteinte d'endométriose, diagnostiquée depuis 8 ans. Donc si vous voulez avoir tous les détails, vous pouvez aller voir le premier épisode. Parce que du coup avec Carla, on a pris le temps de discuter chacune des symptômes qu'on a, des stades d'endométriose où chacune en est, chacune nos expériences personnelles. On parle aussi de nos expériences de diagnostic, donc si vous voulez avoir des exemples d'autres personnes, si vous êtes en train de vous faire diagnostiquer ou que vous y pensez, n'hésitez pas à aller voir le premier épisode, on parle de tout ça en détail, on a pris notre temps. Et aujourd'hui, je voulais juste introduire cette deuxième partie en faisant un tout petit point sur où on en est en France par rapport à l'endométriose, parce que ça a été un gros sujet, notamment dans les dernières années, parce que le gouvernement avait pour projet d'améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes. Et un des gros sujets de ce plan, c'était la santé des femmes. Et dans ce plan-là, ils incluaient l'endométriose. Donc en 2023, ils avaient lancé ce plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ils ont voulu lancer une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Donc moi, je suis allée un peu me plonger dans les sites du gouvernement. J'ai trouvé des documents. Alors c'était beaucoup des stratégies, on va faire ça, avec des actions en mode on va faire des bilans, etc. Donc pour l'instant j'avais pas été full convaincue par les actions, les choses mises en place. J'ai entendu parler du coup du PEPR, santé des femmes, santé des couples. Donc là c'est un programme de recherche qui a été confié à l'INSERM pour développer les connaissances sur l'endométriose et l'infertilité. Donc on retient quand même que le gouvernement a du mal à traiter l'endométriose sans parler bébé. Mais c'est pas grave, si ça peut faire avancer les recherches, on est quand même content. Et du coup, il y a 25 millions de financements qui ont été accordés à ce plan de recherche. Le site du PEPR-santé-femme-et-couple est disponible, il est sur internet, je suis allée le voir, il y a peu d'actu. Là, ils sont plus dans la partie où on cherche à recruter des doctorants pour la période janvier-avril. Donc si vous êtes doctorant et que vous voulez faire des recherches sur l'endométriose, foncez, faites-nous plaisir, faites avancer la recherche. on a hâte. Donc voilà, niveau recherche, on tâtonne. Si vous avez plus d'infos que moi, parce que moi je suis allée sur les sites officiels du gouvernement, voilà tout ce que j'ai trouvé. Si vous êtes un institut qui fait des recherches sur l'endométriose, franchement faites-nous un coucou,
on serait ravis de vous mettre en avant et on est très impatientes. Est-ce que t'as vu le test salivaire quand même? Parce que ça, c'est une belle avancée. Ah ouais, ça, vas-y. Il y a le test salivaire qui a été mis en place, donc c'est un test qui détecte les micro-ARN responsables de l'endométriose. Enfin, après, c'est toute de la microbiologie et tout, je vais pas tout expliquer, parce que c'est pas mon milieu. Mais c'est un test salivaire, du coup, qui a été testé sur, je crois, 150-200 femmes, et qui a été assez concluant. Je crois qu'il y a 98% de réussite. Donc c'est un test qui est uniquement pour le diagnostic, mais qui serait disponible en pharmacie, et on pourrait aller prélever un petit peu de salive, comme les PCR pour le Covid, quoi, ça se fait rapidement. Et là, ils ont eu le financement de l'ARN, non, pas de l'ARN, de l'HAS, de l'Autorité de Santé, qui fait que, en gros, ils vont pouvoir le tester sur 1500-2000 patients. Trop cool. Donc c'est cool pour le diagnostic, pour le réduire un petit peu. Ouais. Et puis pour éviter des actes trop invasifs, type la célioscopie, les choses comme ça. Ouais. Donc bon, c'est déjà pas mal. Bah ouais, parce que on a parlé de diagnostic dans le premier épisode, mais on parlait notamment de ce qui peut être échographie vaginale, etc. C'est vrai qu'un petit test salivaire... Ouais, franchement, dis pas non, en fait, c'est ça, aujourd'hui, la recherche, elle est très concentrée sur le diagnostic. Enfin, on en avait parlé en off. C'est ça. Donc, déjà, si on avance bien là-dessus, ils veulent vraiment réduire les délais, en fait, le diagnostic de la maladie. Et oui, parce que le délai moyen du diagnostic de l'endométriose en France, ça reste autour de 7 ans. Ouais, c'est ça. Voire un petit peu plus dans certains cas. Enfin, des femmes qui ont mis beaucoup plus que 7 ans, mais la moyenne peut aller jusqu'à 9 de ce que j'ai trouvé. Mais ça se réduit là, ça se réduit pas mal hein. Depuis quelques années, ça fait 5 ans que c'est très médiatisé via les associations, via des Laetitia Milo, des Laurie, des gens qui en parlent, tu vois. Déjà entre toi et moi, la moyenne est plus basse. Quand même. Parce que avec nos c'est pas mal ça. Allez voir l'épisode 1. Ouais, c'est l'épisode 1. On fait baisser la moyenne. Enfin, je trouve que chaque personne qui fait baisser la moyenne ne peut que me faire sourire. C'est ça. Donc voilà, c'était un petit point. Aujourd'hui, je voulais parler des idées reçues sur l'endométriose. La première, c'est par rapport à son traitement. La première idée reçue, c'est l'endométriose ne se guérit pas. Malheureusement, celle-ci n'est pas une idée reçue. Non, c'est vrai. On va parler traitement. Mais aujourd'hui, donc l'endométriose, c'est une maladie chronique qui n'a pas de fin en fait, pas réellement de fin. Ça s'atténue souvent, en tout cas on l'observe à la ménopause, mais c'est pas, il n'y a pas un traitement et une finalité. Donc j'avoue que moi, quand je l'ai réalisé, ça m'a vraiment brisé le cœur, et quand je vois des témoignages de personnes, pareil, ça fait un petit peu mal. On va peut-être en parler précisément chacune. Le premier truc que je voulais dire, c'était que je sais qu'on va courir dans les commentaires et me dire y a la pilule. Si vous savez que oui, ça peut aider, mais voilà. On va en parler. Est-ce que toi, tu pourrais me dire un peu, pour traiter ton endométriose, qu'est-ce que tu fais ? Déjà en fait la base de la maladie, c'est que c'est une maladie qui est inflammatoire et qui est incurable, donc c'est dans le nom en fait. On guérit pas de l'endométriose aujourd'hui, on espère qu'un jour on y arrivera, mais on guérit pas, et en fait on traite pas la maladie. On peut pas traiter la maladie si ce n'est avec la chirurgie, mais ce qu'on fait, c'est qu'on atténue les symptômes. Donc déjà voilà, la pilule c'est pas un traitement, la pilule ça sert à réguler les hormones et donc à éviter trop d'œstrogènes dans le corps qui favoriserait l'apparition des cellules d'endométriose. Après c'est compliqué aujourd'hui, c'est compliqué de dire que c'est une maladie qui se traite pas, parce qu'on voit vraiment que les hormones l'apaisent majoritairement, parce qu'on voit que, on en reparlera, mais la grossesse apaise aussi majoritairement, et la ménopause, mais en fait c'est une maladie qui migre. Donc à partir du moment où elle peut aller dans d'autres organes, ça va être compliqué de la traiter même par chirurgie en fait. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais pourquoi tu fais pas enlever l'utérus si vous voulez pas d'enfants et tout. Alors moi je veux des enfants, donc déjà la question se pose pas, mais en fait moi la maladie elle a déjà migré, donc même si j'enlève l'utérus,
Alors déjà, enfin, faire une hystéroscopie, c'est une intervention qui est très particulière, qui a beaucoup de risques. Notamment des risques de prolapsus, donc de descente d'organes, des choses comme ça. Donc c'est pas une opération à prendre à la légère, quoi. Et en plus de ça, moi si on m'enlève l'utérus, c'est très bien, mais j'aurais toujours de l'endométriose dans le rectum, dans le côlon, dans les intestins, tu vois. Donc ça marche pas vraiment. Après ta question c'était quoi? C'était qu'est-ce que je pensais de ça? Non, qu'est-ce que niveau traitement, toi, tu prends? Alors, moi j'ai un long historique. J'ai commencé par la pilule classique, donc œstroprogestative. C'était la Lillougé que je prenais, qui n'a strictement pas marché parce que... La fameuse. Ouais, c'est la pilule de première intention, quoi. C'est celle qu'on donne aux jeunes filles, qui est très bien tolérée et qui a très peu d'effets secondaires en général. Ça a pas marché, bien entendu, parce que pour traiter l'endométriose, on préfère mettre de la progestérone qui tend à faire disparaître la maladie, ou au moins à la faire stagner. Donc après, j'ai fait toutes les pilules à la progestérone. Et je peux dire que je les ai toutes faites parce que je viens d'avoir un rendez-vous là il y a 1 mois et je teste le dernier traitement qui est envisageable. C'est-à-dire que j'ai fait tous les pilules. Ça fait combien? Je sais pas, peut-être une bonne dizaine. J'ai fait toutes les pilules à la progestérone. Donc j'ai été sous Luténil, j'ai été sous Lutéran, j'ai été sous Cerazette, sous Optimizette, j'ai été sous plein de trucs. Et les pilules chez moi soit n'étaient pas du tout tolérées. Alors il faut savoir qu'il y a des effets secondaires qui peuvent être assez graves, dont moi sous Lutéran j'ai perdu la vision quand même. Oh. Donc j'ai une partie de ma vision qui a diminué à cause de la pilule, et donc là genre j'ai dû l'arrêter tout de suite, aller aux urgences et tout, mais c'est une pilule qui est plus disponible sur le marché. Donc No Stress, c'est une pilule qu'on a retirée du marché, mais moi à l'époque on me l'a donnée quand même. Donc des choses comme ça. Et il y a des pilules qui ont très bien marché où j'avais pas d'effets secondaires mais qui avaient une durée de vie, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois elles marchaient plus, mon corps les rejetait, j'avais de nouveau les retours de douleur et des saignements, etc. Donc j'ai commencé par faire des pilules progestatives et puis à un moment donné j'étais tellement mal qu'on m'a mise sous en fait après la Lilou déjà j'ai été opérée, parce que faut peut-être le dire. Ça fait partie du traitement. Ouais, faut en ça parler. fait partie du traitement. J'ai été opérée, donc c'est une célioscopie moi curative. La célioscopie, c'est une petite caméra qu'on met dans le nombril et en fait c'est une microchirurgie. On fait 3 incisions au niveau de l'ombilic et au niveau du pelvis, des 2 côtés droite et gauche, et on insère une petite caméra. On va aller regarder ce qui se passe et puis on va enlever les nodules. On va essayer de décrocher un petit peu les adhérences. Et j'ai été opérée, l'opération devait durer, je crois, 1 demi-heure, et elle a duré beaucoup plus longtemps parce qu'on s'est rendu compte que j'avais beaucoup d'endométriose, et on m'a retiré une partie de la vessie, parce que j'en avais déjà dans la vessie. Sauf qu'après ça, en fait, l'opération, moi, a pas vraiment marché. Déjà, j'ai mis 3 mois à m'en remettre, et après, ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai eu le retour de la maladie. Mais disclaimer, j'ai été très mal prise en charge. Et c'était en 2017. Donc aujourd'hui, si vous devez vous faire opérer, No Stress, ça se passera certainement pas comme moi. Mais moi, ça a été très compliqué. Aujourd'hui, la célioscopie est plus du tout conseillée parce que, en fait, on s'est rendu compte que ça brassait le sang et que du coup, potentiellement, ça participait à l'apparition de nouvelles cellules. Donc on l'a fait en dernière intention, la chirurgie. Voilà. Donc c'est pas vraiment curatif. C'est plutôt, on va préconiser la chirurgie quand rien d'autre n'a marché ou quand il y a un désir de bébé et que bébé peut pas bien se développer dans un utérus qui est full, plein d'adhérence, quoi. Donc après les pilules progestatives, j'allais tellement mal et c'était très 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 compliqué psychologiquement, et mon utérus était tellement fatigué de toutes ces douleurs. Ça faisait 1 an et demi que j'étais en arrêt maladie, je pouvais plus rien faire. Du coup, le professeur qui me suit m'a mise sous Decapeptyl. Donc c'est une injection de ménopause artificielle. Okay. Donc c'est une petite picouse dans la fesse qui fait pas trop du bien parce que ça fait des crampes et ça stoppe totalement l'utérus. Ok. Donc là, pendant 6 mois, c'était un bonheur. J'ai revécu. Et en fait, on fait ça souvent pour préparer une grossesse ou parce que c'est trop compliqué et qu'il y a plus d'autres moyens de faire autrement. Moi, on m'a mis sous Decapeptyl parce que je l'ai demandé, parce que psychologiquement, j'en pouvais plus. Donc ça a été vraiment, c'est très discuté avec votre équipe médicale. Faut pas demander ça comme ça. Il faut que ça ait un sens.
dans votre processus médical, et il faut que ça ait un sens pour vos médecins aussi. Parce que c'est une injection qu'on peut pas faire comme on veut, parce que ça a des effets sur la fertilité. Okay. Parce que en fait on arrête l'utérus, c'est les mêmes injections qui sont données aux hommes pour les cancers de la prostate. C'est la même molécule qui stoppe la prostate et qui stoppe l'utérus. J'ai trouvé ça drôle quand j'ai appris ça. Voilà. Bah ouais, finalement. Ça se rejoint un petit peu d'un moment, tu vois. Main dans la main. Donc j'ai eu le décapeptile et puis après la progestérone, je suis passée au Dienogest, donc qui est une autre molécule qui est de la progestérone en définitive, mais qui est pas un microprogestatif. Et donc j'ai testé la Sawis dans un premier temps, qui ne m'a pas du tout convenu, c'est merdu. Et donc ça fait 2 semaines aujourd'hui que je suis sous Slinda, qui est une autre pilule à base de Dienogest, il me semble. Et bon, je sais plus exactement les molécules, mais je la teste en dernier recours parce que c'est la dernière que j'ai à tester. Et si elle fonctionne pas, et ben ce sera le pire pour moi. Il faudra que je me refasse opérer parce que j'ai un désir d'enfant dans pas trop longtemps. Donc voilà pour les traitements hormonaux. Et après j'ai tous les traitements que j'ai pour atténuer mes symptômes au quotidien. Donc pour tout ce qui est symptômes digestifs, je suis sous lactéol ou sous Tiorfan, c'est des antidiarrhéiques. Sachant que le lactéol a des probiotiques dedans, donc c'est une molécule qui est conseillée. Après, pour la douleur, moi, je suis sous Acupan, parce que à l'époque où j'ai été diagnostiquée, on m'a donné beaucoup d'opioïdes, ouais. Donc j'ai eu énormément de tramadol et j'ai fait une dépendance au tramadol. Après j'étais sous la maline, mais c'est aussi de l'opium, et du coup étant donné que j'ai pas eu de dépendance dans le sens où je pouvais pas m'en passer, c'est que mon corps s'y habituait et demandait des doses plus hautes à chaque fois. Et donc l'étape d'après c'était la morphine, et on a voulu éviter que je passe sous morphine. Ouais. Donc je suis sous Acupan pour les grosses crises, et sinon au quotidien il y a que le kétoprophène qui me soulage, donc les anti-inflammatoires très forts. Mais je sais que souvent c'est ce qu'on conseille, on parlait d'Antadis dans le premier épisode, c'est tout ce qui est anti-inflammatoire. Après il y a des filles qui sont très bien sous ibuprofène, il y en a qui sont très bien sous Doliprane associé à l'ibuprofène, parce que le Doliprane il marche très bien en comolécule, c'est-à-dire qu'associé à un autre médicament, souvent quand on fait Doliprane plus Spasfon, ça va marcher en fait, alors que le Spasfon tout seul on dit que c'est un bonbon, quoi. Donc voilà, et puis après pour mes petits soucis, mes petits désagréments quotidiens, je vais privilégier les traitements naturels. Je sais pas si tu voudrais qu'on en parle plus tard, mais genre ça fait partie, tout ce qui t'aide. C'est ça, alors je prends beaucoup de curcuma qui a des propriétés anti-inflammatoires qui m'aident pas mal. Quand je suis en grosse crise, je vais faire des massages à l'huile de menthe poivrée sur mon ventre, ça me soulage vraiment bien. J'ai toujours une bouillotte sur moi. Et le chaud, moi, marche très bien, mais l'alternance chaud-froid marche très bien aussi. Donc j'ai toujours un pain de glace aussi au congèle, et je fais les deux. Wow. Je mets du chaud, je mets du froid, je mets du chaud, je mets du froid. Et il y a des personnes qui me disent sur TikTok, je comprends pas, moi la bouillotte ça me soulage pas. Et en fait je leur dis, essayez d'alterner. Ouais. Il y en a pour qui ça marche mieux. Il y en a pour qui le froid soulage mieux aussi. Et après en traitement naturel, qu'est-ce que je prends ? Je prends le gingembre contre les nausées. Et j'ai ma belle maman qui fait de la teinture de gingembre, je mets ça dans une gourde d'eau, quoi, et j'en bois un peu toute la journée parce que je suis très nauséeuse. Ma mère a fait ça, genre elle se fait des espèces d'infusions au gingembre dans la cuisine. Ouais, mais ça marche vraiment bien sur les nausées, et après j'essaye de trouver des alternatives naturelles parce que ça marche bien sur moi. Je sais que le charbon, la mélisse, tout ça marche bien aussi sur mes douleurs digestives. Après c'est un petit budget parce que c'est pas remboursé. Mais en fait ouais, voilà, c'est le problème, mais ça peut pas faire de mal en tout cas. Ouais. Quand c'est une huile essentielle, ça peut pas faire de mal. Après je crains la grossesse parce qu'il y a plein de choses que je pourrais plus prendre, mais c'est ce que je fais au quotidien qui m'aide un peu. Et puis quand je peux plus, moi la seule chose qui marche c'est d'aller aux urgences et je me fais perfuser pendant une petite heure, et après je rentre à la maison en étant mieux. Voilà. OK. Juste revenir sur 2 choses. C'est
Est-ce que tu peux, pour mettre un peu de contexte par rapport à tous ces traitements que tu prends, juste réexpliquer un tout petit peu là, toi, le stade de ta maladie, de l'endométriose que t'as? Alors moi j'ai demandé à ce qu'on mette pas de stade sur ma maladie parce que ça me faisait trop peur. Donc avec ma gynéco et ma sage-femme, on a décidé, et mon spécialiste, on a décidé de pas parler de stade parce que ça me fait trop peur. Mais je sais que je suis à un stade très avancé et je sais que j'ai une forme de la maladie qui est très particulière parce que j'ai des petites lésions qui font très mal, mais surtout qu'elles migrent très vite. J'ai de l'endométriose dans l'utérus. Mes ovaires sont intacts, Dieu merci. Mais c'est la seule chose que j'ai d'intacte. J'en ai du coup j'en avais dans la vessie, j'en ai plus depuis un petit moment. J'en ai dans les intestins, dans le côlon, dans le rectum et potentiellement dans le diaphragme. Ok. Donc c'est un stade de la maladie qui est assez avancé. Ouais, on est sur un beau tableau. Je suis un cas d'école, quoi. C'est ce qu'on dit souvent. Mais du coup, par rapport à tous les traitements que t'as évoqués, on va revenir sur plusieurs choses et tout. Vraiment, dans ma tête, j'étais en train de prendre des notes. J'étais là, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Que des bons conseils. Moi, justement, j'ai été diagnostiquée cette année. Mon stade est pas non plus très avancé, ça m'affecte beaucoup, mais intérieurement, pour l'instant, de ce qu'ils ont détecté, on est plutôt clean. Mais du coup, justement, je regardais, parce que moi, je m'étais noté tous les petits trucs que je prenais en traitement, j'étais là, oh, mais c'est des bonbons, ça, à côté. mais voilà, c'est en tout cas pour dire, on va évoquer j'aime bien le fait d'évoquer les remèdes naturels, c'est quand même plein de petits quick wins, je trouve, c'est hyper important. Enfin, on est un peu obligé aussi de vivre, d'implémenter des choses qui traitent un peu dans tout. Et puis c'est surtout que j'ai pas envie de donner des conseils médicaux alors que tu vois que vraiment disclaimer, ne prenez pas ça au pied de la lettre et vous dites pas l'acupuncture ça marche bien, je vais en demander à mon médecin. L'acupuncture c'est un antalgique de palier 2, donc c'est un antalgique qui est très très fort. C'est pas toujours très bien toléré, il y a beaucoup d'effets secondaires, il y a beaucoup de risques, il y a des risques de palpitations, il y a des risques de tachycardie, enfin c'est vraiment pas à prendre à la légère quoi. Donc les traitements naturels, je sais que je peux les conseiller sans qu'il y ait de problème. Maintenant, je préfère quand même dire voilà, je prends ces médicaments là parce qu'il faut pas croire que les plantes me soignent quoi. C'est pas le cas aujourd'hui. Et je sais que je bouffe beaucoup de médicaments et c'est une très grosse souffrance psychologique pour moi parce que j'en ai peur et parce que je me dis c'est compliqué pour moi de prendre des médicaments aussi régulièrement, mais il y a des moments où on n'a pas le choix et il y a tout un truc en ce moment, j'entends beaucoup, j'en avais fait un TikTok parce que j'entends beaucoup de filles qui, sans vouloir mal faire, vont me dire ah mais moi la pilule j'ai vraiment pas envie de bouffer des hormones toute ma vie, et moi je suis juste à côté et je suis là genre ouais mais moi j'ai pas le choix. Et en fait faites attention à ça parce que on peut parfois dire des choses en pensant que c'est totalement anodin, et c'est vrai, moi si je pouvais je boufferais pas des hormones toute ma vie, mais il y a des gens qui ont pas le choix quoi. Et moi le Turfan j'ai pas le choix par exemple quoi. Enfin sinon je me vide toute la journée, et c'est ce que je disais à mon médecin. Je disais, je sais que le Turfan c'est pas bien, mais là, si j'étais venue sans Turfan, j'aurais fait des allers-retours aux toilettes toutes les 5 minutes, tu vois, c'est pas vivable. Je peux pas travailler comme ça, je peux pas vivre comme ça. Donc, il y a des fois, on n'a pas le choix, c'est important de dire, bah ouais, je prends aussi des médocs, quoi. Mais le naturel, il y a des choses qui marchent vraiment bien et qui, moi, m'aident au quotidien. Non, mais c'est pour ça, là, dans la partie traitement, effectivement, tu l'as dit, enfin, j'aime bien le fait que t'aies nommé toutes les pilules que t'aies testées, que t'aies aussi parlé de la chirurgie, parce que ça, c'est quand même une réalité du traitement de quand t'as de l'endométriose. Effectivement, comme Carla l'a dit, là, on est toutes les deux là pour parler de notre expérience personnelle. Donc moi, je vais nommer des choses qui sont totalement différentes de ce que Carla a nommé. Donc, comme elle l'a dit, c'est pas en mode on a expliqué ça, ça veut dire qu'il faut foncer et demander ça précisément. C'est des choses que vous voyez au cas par cas avec votre gynéco, votre médecin. Mais c'est pas mal, enfin, on veut quand même en parler, et du coup on nomme ce qu'on prend parce que voilà, comme ça vous avez aussi notre expérience. On préconise rien, c'est vraiment important, et enfin j'arrête pas de le dire à toutes les filles qui m'en parlent, qui sont principalement des adolescentes, on ne s'auto-médique pas quoi. Non. En fait dans notre cas, vous vous rendez compte, si on prend un truc qu'il faut pas prendre, on va encore plus aggraver, enfin on ne s'auto-médique pas. Si vous pouvez pas avoir de rendez-vous et que c'est trop compliqué et que votre pilule vous la supportez pas et que vous l'arrêtez, je comprends, mais par contre prenez un avis médical après quoi, parce qu'on a des corps qui sont tellement fragiles déjà, ce serait bête, enfin ils nous soutiennent toute la journée, ce serait bête de les abîmer ou de s'abîmer le foie en plus, alors que l'utérus c'est déjà pas top quoi. Oui, il faut pas oublier que
enfin, les médicaments, ça peut affecter d'autres de vos organes. Et Ouais, c'est notamment, pas anodin. le foie, c'est celui qui prend le plus, le foie, l'estomac. Donc, faut pas jouer ça à la légère. Et d'ailleurs, enfin, j'y pense là, mais du coup, comme effectivement, notamment sur l'estomac, le fait de prendre beaucoup de médoc, ça peut un peu affecter. N'hésitez pas aussi à regarder, des fois, c'est quoi, c'est des probiotiques que tu peux prendre? Mais pour l'estomac, c'est plutôt les pansements gastriques. L'oméprazole, typiquement, c'est sans ordonnance, ça marche très bien. Le Gaviscon, les choses comme ça. Mais de toute façon, alors peut-être tu parles des intestins, parce que ça peut agir aussi sur les intestins. Je pensais à l'ultra-levure, je sais pas si ça... Eh ben, c'est les intestins. Ouais, ok. Ouais, parce que ça aussi, avec les médicaments, on peut avoir un transit qui est très très dérangé, et typiquement les anti-inflammatoires, ça fait des brûlures d'estomac, et en plus ça fait des diarrhées. Ouais. Donc c'est un peu relou, mais parlez-en à votre médecin, parce que moi par exemple, le kétoprophène, je le prends pas sans pansement gastrique, parce que pour éviter les ulcères. Bah totalement. Ouais. Et pareil, les probiotiques, vous pouvez en prendre, l'ultra-levure, c'est des probiotiques, pour pouvoir pendant votre traitement, ou les antibiotiques si vous avez besoin, si vous avez des salpingites, des trucs comme ça, c'est important de faire en sorte que ce soit quand même régulé, parce que se rajouter un problème sur un problème, c'est pas puis bon. l'estomac, enfin bon, plus souvent quand t'as de l'endométriose, t'as un estomac sensible, ça va souvent ensemble. Mais ouais, j'y pensais juste que j'étais là, ça m'est arrivé des fois de prendre des antibiotiques, pas pour l'endométriose, mais du coup j'avais dû prendre des petits pansements gastriques, et j'y pensais quand tu disais que tu peux prendre parfois plein de médocs. Ce truc-là, souvent, les médecins vont vous le recommander, mais s'ils le font pas, vous n'hésitez pas à... Oui, demandez-leur, parce qu'il faut éviter aussi les associations qui sont toxiques. Ouais. Donc, si à un moment, se dire je vais prendre ça et ça, alors que votre médecin vous l'a pas validé, à part si Totalement. vous connaissez bien et que ça fait un moment que vous savez que ça marche, mais il peut y avoir des associations médicales qui sont très 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 dangereuses, même toxiques et parfois fatales. Donc voilà, quoi. Donc c'est ça. Donc par contre, les petits remèdes naturels qu'on va conseiller, comme là, t'as commencé, n'hésitez pas. Ça, vous pouvez copier, mais voilà, sur les médicaments, ça... À part si vous êtes enceinte. Oui. Si vous êtes enceinte, on copie pas. On demande... Voilà. Ouais, de toute façon... Après, globalement, j'y pensais aussi, parce que je voulais recommander 2-3 trucs naturels. Et disclaimer, si jamais vous êtes allergique aux trucs qu'on donne, c'est vrai. Je sais pas, je me rappelle, c'est l'histoire de Enjoy Phoenix qui avait fait un masque à la cannelle, et les gens allergiques à la cannelle, ils en ont fait. Oui, non, faut faire attention. Si vous êtes allergique au curcuma, vous n'en prenez pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, si vous avez un doute, allez à la pharmacie. Au moins, le pharmacien, il est là, vous allez lui demander, il a fait les études pour. Voilà, si lui a un doute, il vous renvoie chez votre médecin, mais si vous avez un doute, allez à la pharmacie. Comme ça, on est sûr que y a rien. Et puis nous, on se dédouane aussi. Non, mais... Parce que c'est important de pas donner des mauvais conseils non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, enfin, même quand on a la flemme d'aller à la pharma pour demander conseils, ou même si c'est un peu loin, il vaut mieux faire ce truc chiant que se retrouver après avec un problème. Vous pouvez appeler votre pharmacien, vous pouvez aller sur Vidal, qui est consultable à tout moment et qui est en libre accès. Vidal, c'est le référentiel des médicaments. Donc vous pouvez avoir dessus. Ouais, et puis t'as même maintenant des sites qui sont faits pour voir les altérations médicamenteuses, les interactions, pardon. Ouais. Donc tu peux taper, voilà, je prends ça et ça, est-ce que là, s'ils disent on n'est pas sûr, ok, j'appelle mon pharmacien. Faut faire attention, faut pas jouer avec sa santé, faut pas jouer avec les médicaments. Pas jouer avec les médicaments. Ouais, on est bien placé pour le savoir. Ouais, dingue, oui. Donc tu nous as... Mais attends, mais par contre, juste, le deuxième truc sur lequel je voulais revenir, c'était t'as nommé énormément de pilules que t'as pris. Niveau remboursement de ces pilules, on en était où? Parce que là, question suivante. J'ai cru entendre les poches faire ding ding ding. Non, en fait... Alors, niveau remboursement de mes pilules, ça dépendait. Il y en avait qui étaient remboursées, d'autres non. Il faut savoir qu'il y a des pilules qui sont de la même molécule. Par exemple, je pense Cerazette, Optimizette, et qui sont pas tolérées pareil, alors que c'est la même molécule. En fait, il y a des différences dans l'enrobage qui va faire que ça va être mal toléré. Par exemple, moi, l'Optimizette, je ne la tolérais pas du tout. La Cerazette, nickel. Okay. Et en fait, parfois, c'est juste l'enrobage du médicament qui diffère et qui fait que le générique va être moins bien toléré que la pilule sous son nom commercial. Ouais. En fait, l'Optimizette, c'est le générique de la Cerazette. Et typiquement, donc l'Optimizette m'était remboursé, la Cerazette, je payais 65 € pour 3 mois. C'était un budget terrible et je l'ai eu pendant 2 ans et demi, les copains, d'accord? Donc, moi, j'ai changé de mutuelle pour avoir un meilleur remboursement et ma mutuelle, je la paye 60 € au mois.
Voilà, j'ai un petit salaire de professionnel de la petite enfance, hein, on se sait. S'il y a des auxiliaires, des éduques parmi nous, on le sait. Hein, faites-nous coucou dans les commentaires. Mais du coup... J'étais en train de calculer et ça fait au moins 500 €. Ça fait cher. C'est trop. Ça fait cher. Et là, la Sawi s'était remboursée, la Slinda l'est pas. Donc je paye 30 balles les 3 mois, je crois. Je paye 10 € le mois. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah super. La dame m'a dit, ah c'est dommage. Oui, c'est dommage, mais comparé à l'autre... Mais la pauvre, elle était littérale, elle était là. Mais en fait, j'ai pas le choix que d'avoir une mutuelle. En plus, j'ai été obligée pour être opérée d'en avoir une parce que j'ai des angoisses nocturnes très fortes dues à un autre traumatisme. Et du coup, j'ai dû avoir une chambre solo parce que dormir avec quelqu'un dans la chambre, c'était pas possible pour moi. Donc, ça coûte de l'argent. Les hospitalisations, ça coûte de l'argent. Et il y a pas que les médicaments. Il y a aussi le fait d'aller aux urgences pour avoir une perfusion. T'as ton petit coupon dans ta boîte aux lettres. Vous devez tant à l'État. Bon, c'est des 4-5 € par là, mais bon, quand tu y vas tous les mois parce que t'as une crise par mois, c'est un peu compliqué. Financièrement, c'est une maladie qui est coûteuse, hein. On va pas se mentir, même les IRM, les échographies, si on veut qu'elles soient bien réalisées dans des centres spécialisés, c'est en privé, quoi. Si on veut avoir un rendez-vous dans le mois avec un gynéco qui soit spécialisé, faut passer dans le privé, parce que dans le public, c'est l'enfer. Même sur Paris, donc j'imagine pas pour ceux qui sont en province. Vraiment, je veux pas l'imaginer. Donc c'est un peu c'est une maladie qui est coûteuse, honnêtement. C'est une maladie qui rapporte, hein, parce que c'est beaucoup de frais tout ça à engager. Après, moi j'ai la chance d'être très économe. Je pense que c'est vraiment une chance parce que du coup je mets beaucoup de côté, mais je pense que la maladie m'a appris à mettre de côté. J'ai un classeur budgétaire et tous les mois je mets 30-40 balles pour la santé. Ouais. Pour si jamais j'ai une urgence qui nécessite que je sois hospitalisée, pouvoir payer ma chambre, quoi. Même sans ça, pouvoir payer les frais d'honoraires des médecins, quoi. T'as sur ce truc d'être économe, enfin, moi je suis pareil, je suis très près de mes sous, genre j'ai un budget où je note tout, j'analyse par type de dépenses, etc. Ouais, moi aussi je fais ça. Et c'est vrai que... folle. Mais c'est bien parce qu'en fait c'est vrai que, notamment quand t'as beaucoup de frais de santé, enfin moi j'ai vu du coup depuis mon diagnostic, etc., mes petits frais de santé ont bien augmenté. Malgré la mutuelle, etc. Et après je suis là, mais si je dois mettre mon argent quelque part, c'est clairement dans ma santé. Mais du coup, je suis contente d'avoir ce côté prévoyant. C'est ça. Et puis après, tous les gens disent la santé, elle a pas de prix, et c'est vrai, mais concrètement, financièrement, la santé, ça coûte super cher, quoi. En fait, si tu veux être bien soigné, t'es obligé de mettre de l'argent, et on a un système de santé en France qui est super, parce que du coup, on a accès à des choses gratuitement, mais dans certains cas, dans certaines pathologies, c'est plus compliqué. Moi, j'ai la chance que j'ai mes parents qui sont là, et qui financièrement me soutiennent derrière s'il y a besoin, qu'on payait les examens quand j'avais pas de revenus. Maintenant, c'est limite moi qui insiste auprès de ma mère en lui disant non maman c'est moi qui vais payer parce que elle veut m'aider, mais que bon au bout d'un moment voilà. Alors là j'ai pas encore évoqué le fait que je veux un bébé, quoi, parce que les frais vont continuer. Je vais devoir payer pour un bébé, quoi. C'est terrible. Mais oui, parce que sur les frais, parce que on parle de plein de choses qui sont remboursées, des choses qui sont pas remboursées, des hospitalisations, même avec des mutuelles, etc. Ça reste des frais quand même sur les bras. Ouais. Moi, je vois, du coup, avec 2 rendez-vous gynéco, une IRM pour me faire diagnostiquer. Ouais, même avec la mutuelle, etc., je pense que ça m'a coûté 130 balles, un truc comme ça. Alors après, moi, je suis à 100%. Je suis reconnue en ALD, en affection longue durée. Mais tant mieux. Il faudrait peut-être que tu le fasses aussi, que tu fasses la demande. L'ALD, en fait, c'est un système qui a été mis en place par la Sécurité sociale qui permet d'être remboursé à 100% de tous vos frais concernant une maladie, une pathologie. Donc ça marche sur une liste de maladies chroniques. Il y a plein de maladies dedans. Typiquement, le cancer est remboursé à 100%. Les maladies mentales aussi sont dedans, la schizophrénie, la bipolarité, tout ça. Et en fait, l'endométriose est pas considérée comme une ALD, il me semble. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai dû faire la demande hors liste. C'est-à-dire que mon médecin a fait un dossier en expliquant pourquoi est-ce que ma maladie était handicapante au quotidien et pourquoi ça engendrait des frais. Et à partir de là, la Sécu m'a dit « Ok, c'est autorisé. » Donc tout ce qui concerne l'endométriose, je suis remboursée à 100%. Mais dans la limite de, bien sûr, les frais d'honoraires des médecins, je suis pas remboursée. La pilule, du coup, si elle est pas remboursée, je suis pas remboursée. Mais par contre, quand je vais faire une IRM dans le public, je suis à 100%, je suis remboursée.
Quand je vais chez mon généraliste et que je viens pour l'endométriose, je paye pas. Ok. Quand je vais chez ma gynéco et que je viens pour l'endométriose, je paye pas. En fait, je suis à 100% partout. Ça, franchement, ça vaut le coup de voir avec votre médecin traitant de préférence, de lui expliquer pour avoir la LD. Après, c'est pas toujours accepté. Il me semble que ça peut être très compliqué dans certains cas. Moi, je pense que le stade de ma maladie a fait que bon, ils ont pas hésité. Le truc qui est vraiment aberrant pour moi, c'est que tous les 2 ans, je dois dire oui, je suis toujours malade. C'est une maladie chronique, mais il doit faire un update, quoi. C'est incurable, c'est dans le nom, quoi. Mais tous les 2 ans, ils me disent, est-ce que vous êtes... Et donc, du coup, je dois retourner voir mon médecin et lui dire, il faut refaire un papier d'ALD. Donc, elle remplit le dossier en disant, oui, elle est toujours malade. C'est trop lunaire. Et elle envoie. C'est terrible, c'est trop ça. lunaire. Imagine, genre, un jour, t'es là, t'arrives, j'ai plus d'endométriose. Mais non, mais ce Qu'est-ce serait qu'ils vont faire, génial. Ce serait Mais génial. bien sûr, ce serait trop génial. Après, je comprends qu'ils demandent, parce que typiquement, dans le cas de cancer, la rémission, je crois que c'est 5 ans après. Donc bon, il y a un moment donné où t'as plus de frais liés à ça, si tu t'en sors, quoi. Mais, et puis t'as des maladies qui ont une fin, tu vois. Mais nous, enfin, je veux dire, c'est terrible. Ouais. Voilà, mais bon, si jamais vous êtes dans nos cas et que c'est compliqué financièrement, pensez à faire de la demande, ça peut aider, quoi. Ouais, bah je retiens. Je pense pas que... Enfin, ouais, je pense que dans mon cas, ça peut-être pas, mais je peux tenter, je tenterai. Bah, tente. Je tenterai Au et pire, je ferai un update sur Au pire, ils te disent non. C'est ça, au pire, ils me disent non. Bah voilà, tant pis, bon bah tu te diras, pas cool. Mais je me demande si c'est pas passé en maladie dans les listes, mais je suis pas sûre de cette info, faudrait la vérifier. Ok. Trop intéressant, tu m'apprends tellement de choses. C'est terrible, vraiment c'est moi qui fais le podcast. Et mes invités m'apprennent tout. Après attends, j'ai 9 ans derrière moi. Hein. Ouais, j'ai 9 ans 9 ans pour me d'expérience. préparer. Hein. Là on a, comment ça, on est une vétéran. Ah ouais, là je suis, franchement il me faudrait des médailles là. Franchement, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on la réinvite parce qu'elle a trop des beaux conseils. Je reviendrai si vous voulez. Qui me Je suis trop bien accueillie, mon petit sirop et tout, tu vois. Clément il m'a tout proposé. canapé. Vous voyez pas à la caméra mais on a Clément là-bas, on est chez lui, on est venu squatter. Il écoute. Il écoute attentivement. Il apprend des choses. Il nous donne du sirop. Non mais franchement, les conseils sont trop intéressants. Je vois l'heure qui tourne, je suis là, mon dieu. En fait, limite on va faire 3, mais non, il faut qu'on... Eh ben, moi je suis là, hein. Je suis là. Mais en fait, il y a tellement de choses à dire, c'est impressionnant. Mais du coup, sur toutes les pilules, redis-moi... Ah oui, il y en a plusieurs que t'as payé quand même. Et Ouais, il y en a un paquet hein, quand même que j'ai dû payer. On me disait, par contre, elle est pas remboursée. Ouais, c'est bon, je sais. Voilà, donc là, je paye la mienne actuellement. Je sais pas si elle va marcher. Je me mets dans la tête que si, je pense positif. Bah franchement, je croise les doigts. Je te le souhaite. Ouais. Est-ce que tout le monde peut manifester pour Claire? Manifestez, s'il vous plaît. Manifestez pour un bébé bientôt. Et du coup, moi, niveau traitement, c'est pas du tout la même chose que toi. Donc, vous aurez 2 exemples. Et on rappelle, c'est pas parce qu'on dit un truc qu'il faut aller chercher le médoc. C'est très très subjectif. Moi, alors du coup, ce qu'elle m'avait prescrit, la gynéco, c'est, alors je crois que c'est du Dienogest, justement, le diméthrome, c'est... Ouais, c'est semblable. C'est ça. Et du coup, ça, c'est remboursé. Et quand j'étais allée à mon 2e rendez-vous, la gynéco m'avait demandé à quel point ça m'aidait, etc. Et je lui avais expliqué que je pense que ça m'améliore à 30-40% la vida. Et elle m'a dit, est-ce que vous voulez tester autre chose? J'étais là, y a quoi? Et justement, elle m'a parlé de pilules, mais qui du coup n'étaient pas remboursées. J'étais là, non merci. Ouais, bah oui. Parce que j'étais là, bon, ça m'améliore quand même la vie. J'étais là, laissez-moi ça, c'est très bien. Et du coup, moi, niveau un peu anti-inflammatoire, moi je prends quand ça commence, qu'on est un peu en mode dans le quotidien chiant, je prends le petit Dafalgan et du Spasson avec, voilà, c'est mon petit mix. Mais sinon, quand ça va pas trop, ça tourne à Ventadis. J'ai pas encore de trucs plus forts, mais ça m'aide quand même pas mal. Après, ça reste quand même. Après, c'est sûr que si la pilule te calme bien, c'est déjà de toute façon pour avoir testé il y a pas si longtemps que ça le fait d'arrêter la pilule et de rien avoir, moi la Cupan marchait même pas sur moi, tu vois. Donc la pilule elle a quand même un effet antalgique sur nous parce que ça régule nos hormones et du coup ça limite fortement les douleurs. Je pense que c'est de toute façon je respecte totalement les femmes qui vivent avec une endo et qui prennent pas de pilule, qui prennent pas d'hormones. Parce que c'est faisable, a priori, puisqu'il y a des femmes qui le font, mais en termes de douleur, quand même, on est sur un level assez fort, quoi.
Bah, franchement, ouais. Bah, et justement, là, j'y pensais parce que tu dis. Enfin, par rapport à ce que je prends et le fait que ça reste encore assez chill et tout. Mais j'y pensais parce que des fois, je me dis, on pourrait passer plus loin. Mais il y a quand même la réalité que, de toute manière, quoi que je prenne, obligé de se reposer, en fait, dans les périodes où ça va pas. Donc, en fait, je me dis, prendre des trucs plus forts, ça serait juste limite pour ne pas me reposer, mais en fait, ça reste obligatoire et ça reste quand même une des choses qui soulage le plus, hein, quand même. Le fait de pouvoir rester au lit et tout, de rester allongé, même des fois être assise, genre, c'est pas possible. Ouais, c'est compliqué. Donc voilà, de mon côté, c'est des trucs assez, enfin voilà, l'antalis, il faut se le faire prescrire. Après, pareil, allez pas prendre du Dafalgan en mode YOLO, etc. Hein. Demandez conseil au pharmacien, mais je sais que voilà, moi, un petit cocktail Dafalgan, Spasfon, ça soulage un peu et tout. Alors, avant, je l'aimais pas, mais maintenant, je prends le Spasfon qui se dissout sous la langue. Je sais pas, avant, j'étais la belle. Il paraît que ça agit plus vite. Ça agit plus vite, ça, c'est un vrai truc. Ouais, je sais pas, j'ai pas bien vu la différence, mais il paraît que ça agit plus vite. Et si, pour les copines qui prennent de l'Acupan, les filles, alors l'Acupan, de base, c'est une solution qu'on donne en intraveineuse. Et du coup, jusqu'à genre il y a 1 mois, je le prenais en ampoule. En fait, c'est les ampoules qu'on est censé mettre dans les veines que tu bois comme ça. C'est horrible, ça fait vomir parce que c'est super amer, c'est horrible. Ils ont sorti ça en cachet. Et j'ai découvert ça quand je suis allée aux urgences le mois dernier. La dame me dit, vous savez que l'Acupan c'est en cachet? J'ai dit, comment ça c'est en cachet? Alors que j'ai toujours une bassine parce que je suis à 2 doigts de le vomir et je me concentre pour le garder, tu vois. Putain, et en fait, ils ont sorti ça en cachet. Donc si jamais vous avez encore les ampoules et que c'est atroce parce que il y a personne qui va dire, ah, l'Acupan nickel, allez à la pharmacie, voyez avec votre médecin pour qu'il vous le prescrive en cachet, parce que ça existe en cachet, et vraiment le bonheur. Ça m'a donné un frisson. Non mais le bonheur qu'ils aient fait ça, j'étais là genre, oh, génial, même dans le jus de pomme, dans le coca et tout, j'avais tout essayé, c'était l'enfer. Alors ma mère au bout d'un moment me disait, bon bah là t'as pas le choix ma chérie, hein, oui je sais. Mais Putain, l'ampoule amère dans le coca là. C'était vrai. Putain, c'était vrai. Je compatis ce genre de truc. En plus de base, tu te dis que t'as la nausée, ouais. Et tu dois te taper ça. Va boire ton gingembre. En fait, il faut avoir une force mentale terrible en te disant, genre, c'est pour mon bien, il faut plus que j'ai mal, quoi. Ouais. Pour le garder, parce que ça fait des spasmes, mais de l'enfer, c'est horrible. Ah ouais. Bah, c'est pas fait pour, de base, hein. C'est pour ça qu'ils l'ont fait en comprimé, d'ailleurs. Et Dieu merci, dis donc, ce genre de truc, de petits... Fallait que ça sorte plus tôt, mais trop bien que ce soit enfin sorti et tout. Donc, niveau traitement, t'as des trucs un peu... qui sont intenses. Donc, si jamais... vous êtes sur Tilt et que pareil vous prenez des choses qui sont assez intenses, etc., que vous voulez en parler et tout, n'hésitez pas à lancer un petit thread ou un petit commentaire, et puis on aura Carla sur la venez. Je sais qu'elle va... Je vous répondrai avec mes 9 ans d'expertise. Je sais qu'elle va venir, etc. Donc, Par contre, est-ce que t'as prévu de parler des effets secondaires des traitements? Parce que ça c'est un truc qu'il faut aborder, je pense. On va l'aborder. Tu sais quoi? On va faire un épisode que sur les traitements. Ouais, je pense que... Et en fait, on va faire un épisode bonus sur les idées reçues, ouais, parce que là, en fait, il y a trop de choses à dire. Les traitements, il y a trop de choses à dire. L'épisode bonus, oui, il durera peut-être une demi-heure, un truc comme ça, mais encore, je sais pas, vu tout ce qu'on a à dire. Mais effectivement... Après, c'est important, hein, c'est important. Clairement, je préfère faire 3 épisodes, autant les faire plutôt que... Bah, clairement. Ce serait que, moi, personnellement, j'ai pas... Qu'est-ce que j'ai comme effet secondaire? J'ai pas l'impression d'en avoir, à part j'ai envie de dire la fatigue, mais je pense que c'est aussi la maladie. Inflammatoire, ouais. J'ai pas vraiment, moi, d'effets secondaires avec ce que je prends. De toute façon, Antasis, Dafalgan, Spasfon, c'est pas... globalement, c'est comme c'est pas des trucs très... Et ta pilule, elle te fait aucun effet secondaire? Bah, le seul effet secondaire, enfin, non, en fait, c'est l'effet. C'est l'effet que ça me veut faire, c'est que ça m'a arrêté mes règles. Ouais, c'est cool. Donc ça, du coup, c'est juste étrange parce que du coup, j'ai quand même beaucoup de symptômes, même s'ils sont bien atténués par rapport à avant. Mais du coup, je situe le moment où j'ai mes règles par rapport au déclenchement de mes symptômes, et du coup, j'ai plus de pertes du tout. Ouais. Donc ça, en vrai, c'est cool parce qu'en fait, t'avais parlé, toi, du fait que t'avais beaucoup de pertes. Et c'est vrai que moi aussi, avant, j'en avais énormément, du coup. Et quand je l'avais dit à ma gynéco, elle était là, vous changez votre serviette combien de fois par jour? J'étais là 8. Elle m'a regardé en mode, mais non, mais c'est pas possible. C'est trop longtemps. Je crois qu'il faut que ce soit moins de 4 fois. Ouais. Faut que ce soit considéré comme normal. Elle m'a dit, c'est pas possible, déjà quand on en change 6 fois, on considère que c'est beaucoup. J'étais là, Désolée. Vraiment, j'étais là,
Elle était là, vous êtes sûre? Ah, si. Tu sais, vraiment, elle m'a regardé en mode, vous êtes sûre? J'étais là. Non, mais en fait, le problème des hormones, c'est que forcément, bah, ça chamboule notre corps et qu'il y a beaucoup de choses qui sont régulées par les hormones chez nous, chez les hommes aussi, et du coup, bah, les pilules ont énormément d'effets secondaires qui sont difficilement évitables. Alors, on a la preuve que si, du coup, et c'est super cool, et Après, est-ce que félicitations. c'est vraiment une pilule, ça, tu sais, ça, Oui, c'est pas... En fait, c'est pas un contraceptif, Ouais. mais parce que c'est pas considéré comme contraceptif par les laboratoires. Mais faut Ok. arrêter de dire que la Sawis n'est pas contraceptif. C'est pas parce qu'il n'y a pas marqué contraception dessus que c'en est pas un. C'est parce que dans le labo, il y a eu un étiquetage qui a été fait et qui est que c'est considéré comme un traitement de l'endométriose. Mais à partir du moment où vous ovulez pas, vous pouvez pas tomber enceinte. Et le principe de ces pilules-là avec le Dienogest, c'est que ça bloque complètement l'ovulation. Donc c'est contraceptif, donc vous n'avez pas besoin de mettre un préservatif si vous voulez pas d'enfant, à part si vous n'êtes pas testé contre les IST, mais c'est un autre sujet. Mais du coup, si ça a un effet contraceptif, puisque ça bloque l'ovulation. Ok. Et il y a beaucoup de gynécos qui continuent à dire non, c'est pas une contraception. Si, c'est une contraception. Et c'est aussi Puisque ce que ça j'ai trouvé bloque sur l'ovulation. Internet. Hein. Oui, mais parce que les labos, ça vend beaucoup plus de dire c'est un traitement d'endométriose que de dire c'est une pilule. Et ouais, et là tu te dis quel monde pourri dans lequel on vit, bah ouais, mais... Vous savez pas, vous, hein, vous réalisez pas, mais elle me mindfuck. Elle m'apprend des choses. Mais c'est le problème, Je c'est que c'est comme ça, c'est Attends. l'étiquetage, c'est du marketing. C'est du marketing. Ah ouais, avec mon copain, on a fait une petite dinguerie, mais genre, on traîne beaucoup, enfin, il traîne sur Deal Labs, donc c'est un truc avec des réductions. Et on vient d'acheter, je le mens pas, un paquet de genre 140 capotes. T'es en train de me dire, on aurait pu éviter l'achat. Ah ma biche, mais vraiment je suis Après, ça allait, c'était 50 balles. Mais ben non, tu n'ovules pas. Donc tu peux pas avoir bébé. Ok, Vous c'est avez une fait les séance. tests, par contre faites les tests d'IST, parce que ça c'est très important. Ouais, moi je... Tous, hein, lui et toi, et demande-lui de faire le papilloma. Hein. Voilà, bref. Hein. Oui, test d'IST, tout ça, tout ça. C'est obligatoire. Y a pas de, ouais, ça arrive qu'aux autres, ça arrive pas qu'aux Ouais. autres. Je suis Sinon, c'est la soignante, je capa, l'ai vu. vraiment, hein, c'est... Oui, c'est Tant la qu'on n'a capa. pas les tests, on met... Et même les rapports oraux, oui les filles, les rapports oraux, vous pouvez choper le sida en faisant une fellation, hein. Ouais. Bref, on s'écarte trop du sujet. Pardon, Non, on donne des conseils de grande sœur. oui, c'est ça. Non, mais en vrai, les effets secondaires, c'est terrible. On parle pas de prise de poids, on parle pas de fringales, on parle pas de maux de tête. Moi, j'ai eu des migraines, mais j'avais jamais été migraineuse de ma vie. J'ai carrément appelé ma pote, parce que son copain est migraineux. Et, bah, Milena, je t'embrasse, mais je lui ai dit, genre, vraiment, il y a un problème, les migraines, ça fait super mal. Elle m'a dit oui. J'ai dit, mais comment il fait? Enfin, c'est horrible, quoi. Il y a ça, il y a les maux de ventre, les diarrhées, les constipations, les états dépressifs, les sautes d'humeur. Enfin, la pilule, c'est terrible. On le sait. Maintenant, il y en a qu'on tolère mieux que d'autres. Et moi, je peux pas vous dire, ça fait à peine un mois que j'ai cette pilule-là. Mais il y a des pilules où, la Cerazette, typiquement, pendant 2 ans et demi, ça allait. Alors moi, j'ai un truc, c'est que je perds du poids quand je suis sous pilule. Je dois être une des seules femmes du monde à perdre du poids quand je suis sous pilule, parce que souvent c'est l'inverse. Mais ça allait nickel, et j'ai fait la Sawis et j'ai fait tous les effets. J'ai lu la liste. Je cochais tout. Même les très peu fréquents, je cochais tout, genre. Putain. J'étais là genre, ok, une femme sur 1000, je l'ai. What? Donc, Ah non, mais quand tu as l'effet secondaire de 1 femme sur 1000, ça c'est... et je les avais tous, hein. Il y en avait genre 4, j'avais les 4. Non, c'est trop. C'était terrible. Donc il y a ça, il y a du coup les spottings, mais qui sont souvent bénins. Et puis après, il y a les effets secondaires des médicaments. Et là, c'est encore une autre affaire. Je parlais de dépendance et tout. Enfin, faut faire super attention, faut être super suivi là-dessus. C'est très 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 important, quoi. Donc c'est pas top. Pour celles qui potentiellement auraient le décapeptyle d'envisager ou qui l'auraient vécu, moi, quand on m'a fait l'injection, on m'a pas prévenu des effets secondaires. Moi, j'ai perdu mes cheveux. J'ai dû les couper tellement je les avais perdus. Parce qu'en fait, c'est une molécule qui est extrêmement forte. Tu te rends compte, pour arrêter un organe de ton corps, il faut y aller, quoi. Et c'était dans les effets secondaires, mais personne m'a dit que j'allais perdre mes cheveux. Et psychologiquement, c'était terrible, quoi. Je me levais sur l'oreiller, j'avais des touffes et je me disais, mais c'est terrible. J'ai coupé mes cheveux, du coup. Mais pour moi, perdre ses cheveux, c'est être cancéreux, quoi. Et en fait, là, j'étais là, ah oui, d'accord. Ah, c'est Donc, un choc. N'hésitez pas aussi, quand vous avez des traitements, à demander à vos médecins est-ce que éventuellement il y a des effets secondaires, et à lire les notices. Moi, dès que j'ai un médicament, je lis la notice en entier. Alors après, c'est un peu médical aussi, c'est des formations professionnelles, mais je lis les notices en entier parce que je me dis comme ça, je suis au courant, quoi.
Je suis au courant. Après, faut pas se faire flipper non plus. Oui. Mais de l'avoir en tête, comme ça, si ouais, jamais le... En fait, si j'avais lu perte de cheveux, j'aurais pas paniqué comme ça, quoi. Ouais, je me serais dit, ok, c'est le médicament. Et en fait, il a fallu que j'appelle mon médecin pour qu'il me dise, ah oui, alors il y a ça comme effet secondaire. Ah ouais, mais... Enfin, tu vois, c'est ta féminité. On est déjà dans une maladie qui touche à ta féminité, à ton intimité, à ta sexualité et tout. Alors là, perdre ses cheveux, j'étais... Donc voilà, c'est le problème. Mais après, on n'a pas le choix. Et moi, je dis toujours, je préfère prendre du poids que d'avoir mal au ventre, quoi. Bah, c'est vrai, quand t'as des grosses douleurs physiques, il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont préférables. Mais c'est bien, effectivement, genre d'en parler. Et d'ailleurs, bah, sur Tilt, n'hésitez pas à ouvrir des conversations là-dessus. Parce que... Il y a des solutions en plus, il y a des trucs qui marchent bien là-dessus. Typiquement, perte de cheveux, moi j'avais acheté des shampoings spécifiques qui évitaient la chute, des trucs comme ça. Mais il faut le savoir, quoi. Ouais. Donc, puis même un mal pour un bien, ça reste désagréable. Donc on en parle. Enfin, ouais, c'est bien d'ouvrir la parole là-dessus, parler de son expérience. Mais ouais, donc toi, des gros effets secondaires. Ouais, j'en ai eu. J'en ai eu moins à certains moments et pas du tout à d'autres. Mais j'en ai eu quand même très, très compliqué, quoi. Parce que, juste, du coup, t'avais parlé de prise de poids, effectivement, moi, ça m'est pas arrivé après. Mais c'est vrai que, bon, comme j'avais eu des troubles alimentaires et tout, ça m'avait beaucoup paniqué. Moi aussi, hein. Là, j'ai eu très peur de ça, parce que, bah, moi, enfin, j'aime pas le fait qu'on est dans une société grossophobe, mais la réalité, c'est que, bah, après des années d'anorexie, moi, ça me faisait très, très peur, et c'est aussi pour ça que je voulais pas prendre de pilules. Mais là, bah, c'est plus de pilules et pareil, j'ai eu cette décision je préfère prendre ça plutôt que de continuer à vraiment souffrir le martyre. J'ai pas vraiment pris de poids, donc, en tout cas, je suis toujours dans les mêmes fringues, etc. Donc effectivement, j'ai pas eu cet effet secondaire. Niveau fringale et tout, ça, c'était avant. Ouais, après, ça dépend des filles, hein. Il y a des filles qui ont un SPM très fort, des douleurs au sein tout le temps, enfin, tu vois, ça dépend. Mais SPM, c'est l'enfer. Ben moi, j'ai jamais vraiment eu de SPM. T'as plein d'autres trucs, donc tant mieux. Ouais, chacun ses merdouilles, je te souhaite pas des trucs en plus. Non, donc je sais pas trop ce que c'est, ça, les fringales et tout, j'ai jamais eu... je sais pas, peut-être que quand je serai enceinte, je découvrirai ça, ou alors pas du tout, j'aurai rien, mais... Moi, c'est marrant. C'est, justement, j'ai découvert ça avec mes règles qui sont revenues, etc. Mais moi, genre, il y a un moment où je suis là, il me faut des bonbons. Et je sais que mes règles arrivent. C'est fou, ça. Genre, et ton corps, il te parle, genre. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce truc il me faut ce truc extrêmement sucré. Moi, en plus, c'est des bonbons acides, là, acidulés, là, je sais pas pourquoi. Et je suis vraiment en mode, c'est ça spécifiquement qu'il me faut. Et si j'ai pas ça, j'y suis pas bien. Je suis pas satisfaite. Ouais, c'est pas en mode genre, c'est la mort, etc. Mais genre, je suis vraiment un peu frustrée. C'est vrai qu'autour de mes règles et les jours avant, même si là j'ai mes règles fantômes parce que j'ai pas de perte, etc. J'ai plus faim. En fait, j'ai ce truc j'ai plus vraiment l'impression d'avoir de satiété pendant ma période de règles. Et du coup, je fais vraiment le distinctif parce que j'ai été par tout type de changement psychologique vis-à-vis de l'appétit. Mais j'identifie du coup vraiment maintenant ça. Ce truc pendant que j'ai mes règles. Je pense aussi que j'ai ce truc je me sens tellement mal et tout que je ressens plus vraiment la satiété. Et c'est en mode, je pourrais soit ne pas manger du tout dans la journée, soit un peu manger en continu. Enfin, si c'est juste mon corps est là, genre, je sais plus, démerde-toi, là. Moi, je sais pas. C'est fou. Et le truc, alors ça, du coup, c'est pas un effet secondaire, c'était quelque chose que j'avais avant. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé dans l'épisode 1 en termes de symptômes, mais c'est les baisses de morale. Ouais, ça, c'est très très dur. Et genre, justement, mes SPM, la période avant, ça m'est arrivé super souvent. En fait, ça m'est arrivé pendant mon adolescence, j'avais quasiment pas mes règles, mais les moments où je l'avais, je mettais ça sur le compte de mes troubles alimentaires et je pense clairement que ça l'empirait, mais j'ai vraiment, vu que ça a continué jusque-là, encore aujourd'hui, je sais que c'est ça, envie suicidaire, genre vraiment des pensées suicidaires pendant mes SPL. Je suis vraiment dans un état de désespoir que pendant longtemps je comprenais pas. Après j'ai appris ce que c'était les SPM, j'étais là, c'est ça, Théma. Là, du coup, le diméthrone, ça il a bien atténué quand même. Du coup, je retrouve ce truc de trop bien, j'ai pas envie de me suicider pendant 10 jours tous les mois. Ça me fait penser à un projet dans lequel j'ai participé qui s'appelle Les Lésions Dangereuses, qui est un roman graphique qui a été écrit par une journaliste qui s'appelle Camille, qui est
absolument incroyable et qui Big up à Camille. ouais, franchement incroyable cette fille qui du coup a chopé mon témoignage sur le décapeptile et elle m'a envoyé du coup en colis presse le roman et dessus il y a tout un chapitre justement sur les sautes d'humeur, les états dépressifs, les troubles, les idées suicidaires et tout, troubles de l'humeur et je vous invite à aller le lire parce que vraiment il est super. Mais ça parle que de l'endométriose et il est super bien illustré aussi. Alors je me souviens plus du nom. Lésions dangereuses. Les lésions dangereuses, ouais. Bah je mettrai je te donnerai le lien, ouais. Mais c'est vraiment, enfin, c'est un truc qui est très très fréquent effectivement, tout ce qui est sautes d'humeur, les troubles de l'humeur, les états dépressifs. Moi je me disais mais quel dingue. J'étais là waouh. Quoi? Ouais, qu'est-ce qui m'arrive quoi. Bah ouais, quand t'es tout jeune et que t'as ça, t'es là. Damn. Impressionnant. Mais du coup aujourd'hui j'ai l'habitude quand ça m'arrive, je suis là ouais, ça arrive. C'est bonne vieille règle, c'est l'alerte. Je suis là bon. En vrai ça va, du coup je me mets au lit. Meuf, le temps, ça fait plus d'1 heure qu'on est là. C'est toi qui monte après un mois. Donc, moi je discute. c'est très bien, mais du coup je préviens les personnes qui écoutent tout le podcast qu'au départ j'avais prévu qu'on parle traitement et idées reçues dans cet épisode. On va parler que de traitement, parce qu'il y avait trop de choses à dire. Idées reçues après. On va faire un petit épisode bonus idées reçues qui sera la 3e partie, mais voilà, donc cet épisode est complètement dédié à la partie traitement. On a eu pas mal de choses. Est-ce que t'as 2 choses à dire sur les effets secondaires? Sinon j'ai 2-3 petits... Non, les effets secondaires, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Puis si jamais vous en avez connu d'autres, etc., n'hésitez pas à en parler en commentaire, ou comme Tilt sera live, à venir en parler sur Tilt. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on trouve un peu de tout. C'est impressionnant d'une femme à l'autre, d'une personne à l'autre. Ouais, mais il y a de tout, hein. Je pense que vraiment il y a de tout. Comment ça peut varier. Et sinon, je voulais juste revenir sur un peu les côtés traitement, un peu non médicamenteux, etc. Effectivement, tu peux avoir un régime alimentaire qui est très concentré sur les aliments anti-inflammatoires. Ça, j'ai fait parler à une fille que ça avait beaucoup aidé. Et d'ailleurs, j'ai en même temps faire un épisode complètement dédié là-dessus, parce que j'ai la mère d'une pote qui connaît un diététicien qui est complètement concentré sur l'alimentation. Sans FODMAPs, tout ça, là. Moi, j'ai vachement changé mon alimentation depuis que je suis malade aussi. Je mange plus de... Alors déjà, je suis flexitarienne, donc je mange peu de viande, mais je mange très très peu de viande de porc, parce que ça me fait très mal au ventre. Je mange beaucoup moins de viande rouge, je mange beaucoup moins de cru, et vraiment les plaisirs lactose, je bois que du lait sans lactose maintenant, et les plaisirs lactose, c'est vraiment quand j'en ai besoin. Pareil, j'essaye de privilégier le végétal, mais pour vraiment des raisons de santé, quoi. Parce que sinon c'est compliqué. Je mange des choses avec des oméga 3, typiquement les poissons gras, les choses comme ça, parce que ça m'aide bien en période de crise. Après, j'ai dû faire un régime totalement anti-inflammatoire après mon opération, parce que c'était très très compliqué digestivement. Et pour moi, ça a été trop difficile. Et moi aussi j'ai un passif de TCA et d'anorexie et du coup la bouffe était plus du tout un plaisir pour moi et ça me remettait dans des travers psychologiquement qui étaient très difficiles et en fait le sans gluten moi j'ai pas pu. Je mange beaucoup de pain, je mange beaucoup de céréales, tout ça, donc ça a été très compliqué, mais par contre j'ai vu vraiment une différence. Psychologiquement ça a été horrible et du coup j'ai dit ok j'arrête parce que moi ça me convenait pas, mais par contre physiquement j'avais vu une différence. Encore une fois il y a l'équilibre entre le mental et le physique. Je pense qu'il faut s'écouter et quand on est vraiment pas bien comme ça, j'ai dit non, c'est pas. Par contre, j'ai modifié un petit peu mon alimentation et j'ai vu ce qui me faisait du bien, ce qui me faisait mal au ventre. J'ai un carnet de repas parce qu'il y a des choses que je peux plus manger parce que mes atteintes digestives, il y a des choses que je digère plus quoi, que j'adore, mais alors quand je mange, je sais que le lendemain, faut rien que je fasse quoi. Mais enfin du coup là-dessus par rapport à l'alimentation qui peut être complètement anti-inflammatoire ou adapter son alimentation, je sais que j'avais un peu regardé et j'étais là bon je peux pas tout faire parce que je peux pas trop me priver parce que sinon on retombe dans les travers et genre je préfère bien manger mais je sais que moi je suis végétarienne depuis presque 9 ans, donc en tout cas tout ce qui est viande etc j'avais vu quand même une amélioration sur mon état digestif et tout. Et je sais qu'après, niveau laitage, j'en prends quasiment pas. Enfin, moi, je bois du lait d'amande, j'adore ça. Et
Niveau fromage, c'est plus genre les trucs fromage de chèvre, donc c'est ça, sans lactose et tout. C'est bien, ouais. Faites attention au soja. Juste, je fais juste un petit aparté. Ouais. Parce que c'est un lait végétal, mais le soja est extrêmement inflammatoire. Ouais. Donc c'est pas du tout conseillé dans notre cas. Je sais que, alors, en plus moi, du coup, niveau substitut alimentaire, il y en a plein au soja, et maintenant il y en a de plus en plus au pois. Donc c'est trop bien. Ouais, genre, c'est cool, ouais. Parce que je sais qu'il y a eu une période, enfin, en fait, moi j'en mange beaucoup, tu vois, parce que pareil, ce truc de je veux pas non plus me priver, parce que psychologiquement ça me met mal. Du coup, je mange beaucoup de ces substituts, et il y a une période où j'en ai mangé des tonnes de soja. T'es mal, alors, mais mon état de vente. Et quand alors, j'étais là. Après, c'est trop. Et j'ai une pote qui me l'a dit, et j'étais là. Moi, je mangeais beaucoup de yaourt au soja aussi, parce que j'aimais bien le goût. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, non. Et pareil, mon médecin m'a dit, mais non, mais pas de soja. Mais en fait, pour moi, végétal, du coup, ça posait pas de problème. Mais en fait, si. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que, plutôt que le lait de soja, moi, je me suis mis sur le lait d'amande. C'est trop bon. Et, ouais. Alors, moi, je prends le lait amande légère, parce que le lait amande, je trouve ça un petit peu écœurant. Genre, mais du coup, j'adore ça. Et pareil, plutôt que certains fromages, je me prends plutôt genre les fromages de chèvre et tout. Et pareil sur mes substituts végétariens, moi du coup je prends de plus en plus de trucs au pois, et comme ça me fait moins souvent des grosses doses de soja et tout. Et c'est vrai que globalement ça me fait une alimentation où je suis très peu affectée niveau estomac, et c'est trop drôle parce que du coup dès que je prends un truc qui m'affecte, c'est genre moi j'adore la glace. Mais quand j'en mange, déjà, moi, je peux pas manger une cuillère, c'est genre tout le pot. Mais même le fromage, moi, j'ai tendance à manger du fromage tout le temps. La raclette, la saison de la raclette. Oh, la raclette, moi, le lendemain, c'est mort. Ah ouais. Je peux pas, je suis en diarrhée toute la journée, je suis en colique en plus, tu vois, donc ça me fait mal, quoi. Mais par contre, j'en mange. Mais j'en mange pas le dimanche parce que je travaille le lundi, j'en mange le samedi. Mais tu dois adapter ta vie, genre c'est fou. Genre. De toute façon, c'est préconisé aujourd'hui dans l'accompagnement des patientes atteintes d'endométriose qu'il faut avoir une hygiène de vie. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faut faire une activité physique. On vous dit pas d'aller faire des tractions et de monter les brasses comme l'inoxtag. C'est pas du tout ce qu'on vous dit. On vous dit juste de marcher 30 minutes par jour. Ouais. Ça, c'est dans l'idéal ce qu'il faut faire. La réalité est que le jour où vous êtes en crise, vous pouvez pas. Mais ça, moi, j'ai arrêté de fumer depuis 1 an. Je suis très fière de moi parce que la clope est ultra inflammatoire. L'alcool aussi, il faut faire super attention. L'alcool, c'est très inflammatoire. Ouais, clairement. Et faire attention à pas manger gras et tout. Il y a plein de trucs comme ça. Moi typiquement, je bois plus de bière depuis que je suis malade parce que la bière, ça me fait aller en colique et tout, et c'est horrible. Je bois un petit verre de blanc de temps en temps, mais il faut qu'il soit sec parce que sinon je suis pas bien. Enfin, voilà, c'est sûr que dans notre hygiène de vie, il faut modifier des choses pour que ça se passe le mieux possible. Maintenant, je veux dire, faut pas non plus culpabiliser, tu vois. Moi, je vais au domac de temps en temps et je me dis pas, oh mince, mon endo. Bon, je me dis, tant pis pour moi, je vais aller aux toilettes. Moi, c'est sur la glace. Genre, j'adore la glace. Quand j'en mange, je suis là, genre, ça vaut la peine. Je m'en fous. Mais ouais, après, faut se faire plaisir aussi, parce que sinon, on arrête de vivre, tu vois. Faut pas se mettre dans une bulle. Ouais, puis en plus, du coup, on en a parlé toutes les deux, mais pareil, avec ce truc de l'anorexie avant, moi, je suis là, non, je peux pas, je me prive. Quand je veux vraiment un truc, je me prive pas parce que je suis là. Je sais que ça va me mettre mal et pour moi, ça vaut pas le coup. Je préfère, des fois, avoir du coup plus mal au ventre ou quoi, plutôt que genre me mettre mal psychologiquement. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que par contre, niveau alcool, moi, j'ai énormément réduit. Alors pour d'autres raisons, mais putain, l'impact positif sur ma vie, je pense que je bois genre 1 ou 2 verres par mois. Ouais, mais c'est vrai. Mais de toute façon, l'état physique. Tu prêches une convaincue, quoi, parce que de toute façon, l'alcool, on sait qu'il y a plein de problèmes c'est même un problème de santé publique, tu vois. Ouais. Mais après, moi, je te dis, au fait, je vais boire un petit coup, nouvel an, je vais boire un petit coup, mais par contre, alors déjà, j'ai plus 18 ans, donc je me mets plus de murge comme je me mettais avant, parce que tu vieillis et tu te rends compte que, mais en plus, je me dis, si c'est pour passer la nuit aux toilettes parce que j'ai mal au ventre, bon. En fait, c'est le ratio, tu vois. Moi, ça me brûle. Mais c'est le ratio, à partir de quand est-ce que vraiment tu considères que là, tu te limites pas, c'est vraiment un sacrifice que tu fais. Tu vois. Si moi, mon verre de champagne, je l'ai pas à Noël et que ça me fait chier, je vais me dire, je vais le prendre. Tu vois. Mais si je me dis, en fait, j'ai pas envie d'être mal demain, je vais pas le boire. Tout est une question d'équilibre, je pense. Moi, je sais que du coup, par exemple, ce que je vais faire, c'est arrêter si j'ai bu quelques verres, je fais attention à ce que je m'endorme beaucoup plus tard. Ouais. Comme ça, je l'ai pas mal digéré et je mange beaucoup pour
tapisser le ventre du coup. Mais je te rejoins totalement là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, moi, c'est mes petites astuces que je me suis trouvées pour éviter que ça me brûle. Mais parce que c'est vrai que j'ai s'hydrater aussi, boire beaucoup d'eau, ça aide. Clairement, boire de l'eau. Quoi qu'il arrive au quotidien, ça aide parce que ça filtre. Et du coup, je bois moins de café aussi pendant mes règles. Moi, je suis addict à la caféine, donc ça, je peux pas. Alors, quand je dis j'en bois moins, c'est genre je bois 2 tasses au lieu de 3. Hein. Ouais, mais moi, le café, c'est un vrai problème chez moi. Je crois que je suis vraiment addict. Moi, je suis complètement addict. Déjà, j'ai beaucoup de mal à me lever le matin. Et d'autant plus, là, depuis que mon endométriose, elle est devenue forte, me lever, c'est vraiment un calvaire. Vraiment, j'ai du mal. Moi, je travaille plus genre de 11h à 20h, 22h, plutôt que le très tôt, je peux pas. Et le café, c'est obligatoire. Genre, j'aime trop. Ouais, non, moi aussi. Mais je pense que c'est d'avoir travaillé à l'hôpital, moi, qui m'a... Ah ouais, tu m'étonnes ça, des règles. Qui m'a vraiment matrixée, quoi. Je vois l'heure passer, j'aime trop. Vraiment, genre, j'étais contente qu'on fasse un épisode plus long. Ah, je suis contente, j'aime bien faire, je suis contente, j'espère qu'en plus ça vous apportera plein de trucs, mais tu vois, plus on en parle, plus il y a mais il y a plein de choses intéressantes, c'est vrai que niveau anti-inflammation, t'as le truc de l'alcool, le café. Il y a plein de choses dans notre quotidien, il y a même les perturbateurs endocriniens et tout, tu vois. C'est un gros perturbateur. Ouais, faut faire attention à ces produits, faut faire attention à ce qu'on met sur la peau, faut faire attention à tout ça. Dans un monde idéal, je mettrais que du naturel. Mais globalement, je trouve qu'il faut être, moi j'avais une routine assez sobre, on va dire. Je mets clairement ma routine skincare, machin, blabla, cheveux, blablabla. Mais j'essaie de rester sur le moins de produits possible. Oui, le plus naturel possible. Ouais, après j'ai clairement pas tout qui est naturel, mais tu vois, j'essaie de me dire, ok, une crème hydratante, un shampoing. Ouais, on fait au mieux. De toute façon, tout le monde fait au mieux. Et puis, on n'a pas tous les mêmes budgets non plus, tu vois. Pas tous les mêmes budgets. Donc oui, on fait au mieux, tout le monde fait au mieux. L'important, c'est que vous vous sentiez bien, en fait. Je pense que c'est le principal. C'est que vous vous sentiez bien dans votre corps, dans votre tête. Et puis que si vous vous sentez pas bien, vous soyez en mesure de faire ces changements pour vous sentir mieux, quoi. Clairement. Ouais, ça va. Ça, il faut mettre ça sur une bande-son, tu sais. Clairement. C'est les bandes-son avec les discours. Parce que c'est avec la petite musique, là, derrière. Même nous qui le disons, je suis sûre, on le fait pas tout le temps. Enfin, moi, je sais que je me le dis. Mais, c'est bien de le répéter en boucle. J'ai des gens près de moi, qui me le répètent. Il faut pas se culpabiliser non plus. Non, clairement. Déjà, on se passer. On fait comme on peut, comme on veut, et puis si vous buvez de l'alcool de temps en temps et que ça vous fait mal au ventre, mais que ça vous fait marrer d'être avec vos potes et de boire un verre, bon bah faites. C'est ça. On préconise pas, bien sûr, parce que l'alcool c'est pas bien quoi qu'il arrive. Mais bon. C'est le podcast qui fait un gros segway. Non mais voilà quoi. Enfin, je veux dire, faut pas non plus s'empêcher de vivre parce que sinon c'est mort quoi. On est déjà on survit avec cette maladie. On vit pas vraiment totalement. On est déjà tellement altéré dans notre quotidien que si en plus on se met des barrières en se disant non, je fais pas ça, trop compliqué quoi. Très clairement. Bah écoute, je te propose qu'on s'arrête là, du coup. Ouais, parce qu'on a dit beaucoup de choses pour cet épisode. Et bah ouais, vu qu'on a dit beaucoup de choses, je serais hyper curieuse pour ceux qui écoutent que vous nous fassiez vos retours, sur ce que vous en avez pensé. Posez des questions aussi s'il y en a d'autres, parce qu'en fait on parle vraiment, c'est une discussion entre potes quoi, donc c'est compliqué pour nous de savoir ce que vous avez dans la tête. Mais sur Tilt, je pense qu'on verra genre un thread spécifiquement par podcast, et comme ça les gens ils pourront vraiment poser leurs questions, faire leur retour. Et clairement, l'objectif, ça serait de refaire des épisodes et vraiment faire juste les questions des gens. Ouais, une FAQ, quoi. Exactement. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire, du coup, entre Tilt et le Plaid. Mais, du coup, c'était la deuxième partie du podcast sur l'endométriose. Ce qu'on va faire, c'est un petit épisode bonus où on va parler des idées reçues. On débunk. Exactement. L'épisode sera un petit peu plus court, mais quoique je sais pas, on va essayer. On va essayer de faire plus court, mais j'espère que cet épisode vous a plu. Venez nous faire vos retours, poser vos questions sur Tilt, on va être à l'écoute et on essaiera de faire un épisode réponse. Pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé Tilt, du coup, le lien pour télécharger l'application sera dans la description de l'épisode. Tilt, application communautaire pour les personnes qui ont des maladies chroniques ou qui sont en errance médicale. N'hésitez pas à nous rejoindre et on va vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée à tous et à très vite.